qu'on peut réduire le risque du portefeuille en ajoutant des classes d'actifs qui sont évidemment non corrélées. Si vous ajoutez des classes d'actifs qui sont corrélées, ça va rien faire au risque du portefeuille. Alors c'est bien d'avoir de la crypto et d'aller investir sur le nouveau meme coin qui fait plus 50%, mais on ne dort pas aussi bien que si on a un fonds qui délivre du 7-8% sur 15, 20, 30 ans. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Le patrimoine typique d'un Français va avoir tendance à être extrêmement concentré sur de l'immobilier. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 3e édition du Ramify Wealth Tour. Donc très heureux de vous accueillir ce soir. On est plus de 1200 sur ce webinaire aujourd'hui. On va parler diversification. C'est un petit peu la marque de fabrique Ramify depuis le début, depuis 2021. On vous parle de l'importance de la diversification et aujourd'hui je suis accompagné de Louise, directrice conseil, Head of Portfolio Management pour les anglophones chez Ramify. Louise, bonsoir. Bonsoir Samy. Avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être si tu peux te présenter. Alors, je pense que la plupart te connaissent déjà, mais si tu peux refaire un coup sur ton parcours et ce que tu fais avec nous chez Ramify. Bien sûr. Du coup, comme expliqué, je suis directrice conseil chez Ramify et mon rôle est d'accompagner les clients sur la construction de leur portefeuille et de créer des solutions optimisées pour eux. En termes de parcours, moi, j'ai commencé ma carrière il y a 8 ans à Londres chez Fidelity, donc un acteur américain, et j'ai fait de la gestion de portefeuille diversifiée pendant 5 ans. Donc ce sera parfait pour le sujet de notre webinaire. Suite à ça, j'ai rejoint Partners Capital pour faire de la gestion de portefeuille institutionnel pour des clients qui avaient entre 5 millions et 1 milliard dans leur portefeuille. Donc je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui sur la diversification et de comprendre comment on peut construire un portefeuille résilient en 2026. Super. Donc, vous l'aurez compris, on est très bien accompagné ce soir. Et c'est l'occasion de lancer cette nouvelle édition du Ramify Wealth Tour. Peut-être un mot sur le Ramify Wealth Tour, encore une fois. Donc, c'est un rendez-vous annuel dont le but est vraiment de vous permettre d'avoir une vue 360 sur les solutions patrimoniales importantes tout le long de l'année. Donc, c'est une programmation sur plusieurs mois. On a un invité toutes les 2 semaines. Ça peut être des asset managers, des notaires, des avocats fiscalistes. On essaie vraiment de vous concocter un programme très complet. Et pour parler de l'édition de cette année, donc on est allé chercher encore plus loin dans les partenaires qu'on va vous faire rencontrer. On a essayé aussi, d'un point de vue choix des partenaires, être très diversifié. Et si on parle 2 minutes de la programmation, on a essayé de faire très large. Donc, on va accueillir des notaires qui vont nous parler d'une problématique très spécifique. Donc, on avait déjà parlé de la transmission, de la succession et beaucoup de fiscalité. Aujourd'hui, c'est vraiment la partie séparation, décès, incapacité et comment est-ce que les plus grandes fortunes arrivent à se protéger ou vous en faire bénéficier. On aura aussi des fonds de private equity, donc la spécialité de Louise qui vous en parlera et qui sera animatrice de ces webinaires-là avec Andera Partners, Partners Group et d'autres dont certains, on ne pourra pas vous divulguer le nom aujourd'hui. Seuls les inscrits pourront avoir accès à cette maison de gestion de renom pour un souci de compliance et aussi de discrétion. On aura aussi donc, notre représentant immobilier avec Corum. Et ça, c'est top parce que avec ce qui s'est passé sur le marché du crédit, l'offre de crédit immobilier, en particulier CPI, ça a été un petit peu dur sur les 3 dernières années. Donc, avec Corum, on arrive avec une offre très innovante, différente de ce que vous avez pu connaître. Et le but de ce webinaire, donc qui va arriver très bientôt, ce sera de vous expliquer et de vous présenter cette offre-là. Et enfin, un webinaire sur l'assurance vie luxembourgeoise, qui est un produit qui a un succès énorme sur les 2 dernières années, pour des raisons évidentes, d'instabilité qui fait que certaines personnes souhaitent ne plus avoir une partie de leur portefeuille sur des contrats français, ce qu'on peut comprendre. Donc voilà, une programmation très complète que vous pourrez vivre au fur et à mesure et ce sera toujours la même logique. Un webinar suivi du contenu repris par mail pour les personnes qui ne peuvent pas se libérer ou alors un replay qui sera disponible soit le lendemain, soit quelques jours après le live.
Et bien sûr, à la fin du webinar et à la fin du Ramify Well Tour, on aura toujours notre événement de fin de Well Tour où certains clients auront la chance d'être invités pour rencontrer tous les partenaires qui ont été présents, ainsi que les équipes Ramify. Donc voilà, j'ai été un peu long, excusez-moi pour ça, mais c'était la première, donc je tenais à vous expliquer, vous préciser un peu la programmation. Et maintenant, on peut commencer la présentation, qui va commencer en vous parlant rapidement de l'équipe. Donc, Louise a commencé à vous parler un petit peu de l'équipe et vous présenter l'équipe. Très brièvement, donc l'équipe d'investissement chez Ramify, c'est l'équipe conseil et l'équipe de quant, qu'on va appeler QIS, Quantitative Investment Solutions. C'est vraiment des équipes qui travaillent main dans la main. Louise pourra vous en parler. Les quants sont là pour élaborer, peaufiner les stratégies d'investissement, faire les due diligence sur les produits qu'on vous propose. Et la partie conseil prend le relais, digère cette information-là et fait le lien avec la clientèle en vous proposant des propositions d'investissement et des stratégies sur mesure adaptées à vos profils. Donc voilà, pour la plupart, vous connaissez déjà notre manière de faire, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, c'était pour vous représenter un petit peu l'équipe. Et ensuite, pour finir, je laisserai la parole à Louise. Un petit mot sur Ramify. Bon, la majorité connaissent, donc pareil, je ne vais pas vous refaire des tartines sur ce qu'on fait. On est un acteur positionné sur la problématique de la gestion de patrimoine avec un fort accent sur le cross-asset class ou le multiproduit, d'où notre discussion sur la diversification aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on existe maintenant. On a plusieurs solutions d'investissement qui ont remporté plusieurs prix. Et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir capitaliser sur notre expertise tous les ans. On essaye d'amener un peu plus d'expertise, un peu plus de profondeur sur les offres digitales qui peuvent être des fois considérées comme un petit peu simples ou simplistes. Non, nous on considère que digital et gestion de patrimoine de haut niveau, ça peut aller de pair et on est en train de le prouver année après année. Donc voilà pour la présentation assez brève. Et maintenant, je passe la main à Louise qui va commencer à vous parler et rentrer dans le dur et vous parler de diversification et pourquoi est-ce que c'est important. Merci Samy. En effet, alors on va déjà essayer de poser les bases sur la diversification, comprendre comment on construit un portefeuille diversifié et ensuite on viendra apporter l'expertise de Ramify pour vous expliquer pourquoi actuellement c'est encore plus important d'avoir un portefeuille diversifié au vu du contexte macroéconomique dans lequel on se trouve. Donc essayons de déjà regarder la définition de la diversification. La diversification, c'est une combinaison des actifs. Et on va venir combiner des actifs qui ont des moteurs de performance différents, mais ça peut être aussi une combinaison d'actifs via des secteurs, des géographies et des devises. L'objectif, c'est de créer un portefeuille diversifié. Donc on regroupe plusieurs actifs ensemble qui va permettre de réduire le risque global du portefeuille, mais sans sacrifier le rendement. Vous voyez ici, il y a un graphique qui illustre très bien cela. Et vous avez le nom d'un très célèbre économiste, Harry Markowitz, qui a eu un prix Nobel de l'économie pour la théorie moderne du portefeuille, qui illustre en fait le fait qu'on peut, en combinaison des classes d'actifs différentes, avoir un rendement qui est maintenu, mais pour un niveau de risque plus faible. Donc sur le graphique, par exemple, vous voyez que vous avez sur l'axe horizontal le risque et sur l'axe vertical le rendement espéré. La frontière efficiente, donc c'est la courbe qui va représenter la ligne des portefeuilles qui sont efficients, elle va aller du point A au point D. Tous les portefeuilles qui sont en jaune, c'est des portefeuilles qui ne sont pas efficients. Si on prend le portefeuille C, par exemple, vous allez regarder pour un niveau de risque donné, ce portefeuille va avoir un rendement qui est plus faible que le portefeuille B. Et donc, c'est un portefeuille qui est sous-efficient. Et c'est la même chose pour le E versus le D. Le portefeuille A est le portefeuille efficient par définition, dans le sens où c'est celui qui va avoir la variance la plus faible liée à la diversification la plus importante. Donc, ça, c'est la théorie qui vous permet de comprendre qu'en fait, les portefeuilles, on va les construire avec des classes d'actifs différentes. Et l'objectif chez Ramify, c'est d'aller chercher ce portefeuille efficient pour vos stratégies patrimoniales, parce que c'est ce portefeuille-là qui va maximiser le ratio rendement-risque. Donc ça, c'est la théorie.
comment est-ce que on fait la recherche justement de ce portefeuille efficient chez Ramify? On va commencer par mapper les classes d'actifs. Ici, vous voyez, vous avez les classes d'actifs dans lesquelles on investit, donc les obligations, les actions cotées, le private equity, la dette privée, les alternatifs liquides. Chaque classe d'actifs a des considérations spécifiques. Les obligations ne sont pas drivées par les mêmes raisons que les actions. Et donc, on va regarder ces classes d'actifs. Donc, les obligations, on est plutôt sur des actifs défensifs. Vous voyez que la volatilité, c'est-à-dire la variation dans les rendements, elle est plutôt faible, mais le rendement est aussi faible pour cette stratégie-là. De l'autre côté, on va avoir les actions cotées qui vont avoir un rendement historique plus élevé, autour des 10%, en rendement annualisé, mais une volatilité qui est aussi beaucoup plus importante. Et donc, chaque classe d'actifs a un rôle spécifique dans le portefeuille. Les actions vont être là pour générer de la croissance sur le long terme. Les obligations vont être plutôt là dans un objectif de préservation du capital. Il y a d'autres classes d'actifs qui sont intéressantes sur ce graphique et on se dit, tiens, le private equity, ça paraît hyper attractif si on regarde le rendement versus la volatilité. En effet, c'est un actif qui est très attractif. On a des rendements historiques qui sont élevés pour une volatilité qui est plus faible. Mais ce qui est important à garder en tête sur le private equity, c'est qu'on va avoir aussi une liquidité qui peut être beaucoup moins attractive que les actions cotées. On va avoir des fonds qui vont être fermés avec des durées de blocage pendant un certain nombre d'années. Donc, on ne peut pas seulement se baser sur le ratio rendement-risque. Il faut aussi prendre en compte les besoins de liquidité du portefeuille. Et point important, alors effectivement, on pourrait avoir un troisième axe qui est liquidité et qui expliquerait un peu ce paradoxe qu'on pourrait croire sur ce graphe-là, mais surtout, il faut vraiment se dire que le travail d'un allocataire d'actifs, c'est vraiment de prendre en compte toutes ces variables que tu viens de citer et de générer un portefeuille diversifié, résilient au cours du temps. Exactement. Et c'est ce qui est compliqué. C'est le faire une fois, c'est bien, mais devoir l'updater, changer les poids, voir comment est-ce que les obligations réagissent à tel ou tel événement, c'est là où avoir une équipe de recherche à plein temps, ça change la donne. Ouais, ça change la donne et c'est obligatoire parce que, en fait, on le verra, les corrélations entre les classes d'actifs évoluent au fur et à mesure des temps. On change de régime économique et donc on ne peut pas simplement se baser sur quelques années de data. Il faut vraiment avoir une équipe de recherche importante qui va faire tout ce travail d'analyse. Et comme dit Samy, le rôle d'un allocateur d'actifs, il est hyper important parce que nous, ce qu'on va chercher, c'est aller chercher ce portefeuille optimal qui va maximiser le rendement et minimiser le risque. Et peut-être une question intéressante pour clarifier. On a une personne du public qui demande « Qu'est-ce que vous appelez alternatif liquide ?» Ouais. Alors ici, les alternatives liquides, ça va être des stratégies comme des stratégies de hedge fund. Donc en fait, c'est des stratégies qui vont minimiser leur exposition en marché en prenant des expositions comme du long short, donc en achetant certaines actions et en vendant d'autres, et qui vont en fait essayer de générer du rendement, de la surperformance avec un risque très limité. Donc c'est une typologie d'actifs qui est accessible à certains investisseurs, mais qui va chercher à surtout s'exposer le moins possible au marché action. Donc, si on regarde l'importance de la diversification, moi, j'aime beaucoup cette slide parce que, mis à part le fait qu'il y a énormément de couleurs, ça va vous classer, en fait, les performances, les classes d'actifs par performance. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est très compliqué. On a beau potentiellement avoir raison et se dire bah cette année c'est les actions des pays émergents, l'année d'après ça va être le private equity, ensuite ce sera les pays développés, puis ce sera l'or qui surperforme et ça vous montre qu'en fait c'est important d'avoir un portefeuille qui est diversifié pour pouvoir prendre avantage de ces dynamiques de marché qui évoluent chaque année. Parce que c'est vraiment intéressant est-ce que tu pourrais vraiment expliquer
à quoi correspondent les différentes cases et les différentes couleurs et donner des exemples parce que c'est édifiant quand on regarde Ouais. dans le détail. Bah, Mmh. on peut regarder, on voit 2016-2017 par exemple, c'est les pays émergents qui ont le Mmh. mieux performé et en fait, ça c'est vraiment lié à, un vrai stimulus de croissance qu'on a eu en Chine. Donc les pays émergents, comme vous le savez, l'indice, il est majoritairement, sur la Chine et l'Inde, mais on a eu cette performance qui a été très importante. Si on retourne un peu en arrière, les pays émergents ne seront pas, parmi les meilleurs. Mmh. 2018, on voit par exemple que les pays émergents sont les moins bons performeurs. Mmh. Et ça, 2018, c'est une année où on a vu les taux américains qui ont commencé à se resserrer. Et donc, ça a eu un impact nécessairement sur le dollar. Et Mmh. les pays émergents sont très corrélés à la performance du dollar. Mmh. Pareil, si on prend 2022, 2024, 2025, c'est des années où l'or Mmh. a surperformé. Et on est dans des contextes, et je pense que vous le vivez tous aujourd'hui, macroéconomiques, politiques et globaux assez incertains. Et donc, c'est des contextes qui vont favoriser ce qu'on appelle des actifs défensifs comme l'or. Il y a d'autres dynamiques aussi qui font que l'or est quand même sur une bonne lancée en termes de performance. C'est le fait que les banques centrales des pays émergents s'éloignent beaucoup plus de leurs réserves en dollars pour être beaucoup moins dépendantes du dollar et vont avoir beaucoup plus d'or. Mmh. Donc on remarque que les flux des banques centrales des pays émergents sont de plus en plus Mmh. importantes. Et la leçon vraiment à tirer, moi, ce qui est important pour moi, parce qu'on voit beaucoup sur Internet, beaucoup d'influenceurs qui, en fonction de ce qui se passe dans l'actualité, vont dire c'est le moment d'investir dans Mm. tel, nous, c'est pas du tout la manière dont on voit l'investissement. Soit on a le temps de le faire tous les 3 mois, repartir, relire les news, rebalancer son portefeuille et le faire de manière non optimisée, soit partir sur une stratégie beaucoup plus robuste, diversifiée by design, et faire des ajustements Mm. assez faibles qui ne vont pas venir dégrader la performance long terme. Donc c'est pour ça que ce graphe, il est hyper important. Ça montre que si on s'amuse à changer de portefeuille tous les ans, Ouais. en fait, on détruit beaucoup de valeur et surtout, on ne peut pas suivre. On n'est pas trader, chacun a un métier. Ouais. Donc voilà, en tout cas, nous, c'est vraiment pas la manière de faire qu'on prône. C'est ouais, c'est vraiment nous l'objectif, c'est de construire des portefeuilles qui sont résilients à travers les cycles. Mm, Et on le voit, on traverse des cycles. On a eu la période, les 10 dernières années où on avait des taux qui étaient ultra bas. Et donc, si on prend les actions, c'était les actions croissance tech qui surperformaient. Ensuite, on a des remontées de taux et on est obligé d'avoir un portefeuille qui est résilient parce que le contexte économique et politique évolue. Et on est dans une période, on le verra par la suite, où on a des crises de marché qui sont de plus en plus rapprochées et on a des pertes financières qui sont de plus en plus importantes, même si les reprises sont importantes aussi. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de vraiment avoir une stratégie réfléchie, robuste et mm, mm, maintenue à travers le temps. mm. Si on essaie de comprendre un peu plus, et je vais passer rapidement sur cette slide, l'objectif de la diversification, c'est du coup de combiner des classes d'actifs qui n'ont pas les mêmes moteurs. Ici, vous avez la matrice de corrélation entre les différentes classes d'actifs qui vous permet en fait de se dire, OK, donc les actions américaines, elles vont être plutôt positivement corrélées avec les actions globales. Mais en revanche, ce qu'on remarque ici sur ce graphique, Samy, c'est que les actions américaines vont avoir une corrélation avec les obligations qui est beaucoup plus faible. Mm. En effet, quand on est en période de récession, on s'attend généralement à ce que les obligations, qui sont des actifs défensifs, surperforment Mm. et que les actions américaines sous-performent. Mm. Et inversement, quand on est Mm. en période d'expansion économique, c'est les actions américaines ou des pays émergents qui vont surperformer. L'objectif de toutes ces données quantitatives qu'on vous partage, c'est pas pour que vous gardiez en tête tous ces chiffres-là, mais c'est pour vous montrer que c'est important de les prendre en compte. Parce qu'on va réussir, en fait, en combinant des classes d'actifs et des actifs différents, à réduire le niveau de risque d'un portefeuille tout en maintenant le rendement. C'est ce qu'il y a sur ce graphique-là. Qui vous permet en fait, c'est une théorie qui a été développée par Ray Dalio, qui est un grand investisseur avec un track record de performance très important. Mmh. Euh,
il démontre en fait qu'on peut réduire le risque du portefeuille en ajoutant des classes d'actifs qui sont évidemment non Mmh. corrélées. Mmh. Si vous ajoutez des classes d'actifs qui sont corrélées, ça va rien faire au risque du Mmh. portefeuille. Si vous ajoutez, on le voit là, 1, 2, 5 ou 15 actifs non corrélés, ça va vous permettre de réduire le risque du portefeuille de 75%. Et l'objectif, c'est de maintenir le rendement du portefeuille, pas seulement de réduire le risque, mais de maintenir le rendement. Donc de créer ce portefeuille qui est plus résilient Mmh. à travers les cycles, avec des rendements qui sont quand même élevés. Mmh. Et de jouer en fait sur tous les cycles. Le fonds de Redalio, c'est le All Weather Fund. Ouais, C'est vraiment un fonds dont le but est de diversifier au maximum. Le jour où les actions, ça se passe mal, bah, les obligations, ça vient compenser. Le jour où, je prends des exemples extrêmes, hein, la crypto, ça marche extrêmement bien, bah, en fait, peut-être que les actions marchent un petit peu moins bien. Bah, c'est vraiment aller le plus large possible pour que les effets adverses puissent se contenir et que sur le long terme, on arrive à dégager 6, 7, 8, 10% tous les ans. Et c'est bénéfique d'un point de vue rendement et aussi, c'est ce que je rappelle souvent, c'est la qualité de vos nuits. Alors c'est bien d'avoir de la crypto et d'aller investir sur le nouveau meme coin qui fait plus 50%, mais on ne dort pas aussi bien mm, que si on a un fonds qui délivre du 7-8% sur 15, 20, 30 ans. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. ouais. Mm. Non, non, c'est hyper important. Et puis surtout, ce qui est important et ce qui est notre rôle chez Ramify de l'équipe des conseillers, c'est de bien définir vos objectifs globaux et patrimoniaux pour pouvoir adapter le rendement, le risque du portefeuille, la liquidité du portefeuille. Et une fois qu'on a ces critères, on va venir optimiser ce portefeuille pour s'assurer que c'est un portefeuille qui traversera les cycles et qui ne sera pas particulièrement affecté si la crypto explose et chute fortement ou si l'immobilier fonctionne mal. Mm. Si on regarde du coup, assez de parler de théorie, regardons un peu les portefeuilles Ramify. Donc là, vous avez deux portefeuilles. On a choisi un niveau de risque 7 sur 10. Vous avez le portefeuille Essential et le portefeuille Elite. Ça, ce sont nos portefeuilles en gestion pilotée. Le portefeuille Essential, lui, va être composé d'actions, d'obligations et ce qu'on appelle cash et équivalent, mais qui généralement est du fonds euro. Et le portefeuille Elite, lui, va reprendre la même base que le portefeuille Essential, avec des actions, des obligations et du fonds euro, mais en plus, va rajouter deux classes d'actifs, de l'immobilier via les SCPI et du private equity. Donc private equity, des actions non cotées. Si on regarde sur les 10 dernières années, la performance de ce portefeuille, vous voyez que le portefeuille Elite a surperformé en termes de performance annualisée le portefeuille Essential. Le portefeuille Essential a eu un rendement de 9,1% par an et le portefeuille Elite a un rendement de 10,3% par an. Ce qui est très intéressant, c'est maintenant de regarder la volatilité. Donc on a un rendement qui est plus important pour le portefeuille Elite, mais une volatilité qui va être plus faible. Parce qu'on va venir diversifier le portefeuille avec des classes d'actifs qui ont des corrélations qui ne sont pas parfaites, qui du coup se comportent différemment en fonction du cycle de marché. Et ça va nous permettre d'avoir un portefeuille qui optimise le ratio rendement-risque. Vous le voyez juste en dessous, vous avez les ratios. Donc c'est des ratios, il y a le ratio rendement-risque, on a aussi le Sharpe ratio, qui est un ratio qu'on regarde de façon très proche. Vous voyez que le ratio du portefeuille Elite va être supérieur au portefeuille Essential. Et pareil sur la perte maximale, le portefeuille Elite va avoir à un moment donné une perte maximale de 23%, alors que le portefeuille Essential est moins défensif et il aura une perte maximale plus importante. On l'a illustré plus particulièrement durant le marché baissier de 2022. Et vous voyez que c'est un comportement qui est à travers 2022. On voit que le portefeuille Elite a surperformé le portefeuille Essential tout au long de la période. C'est juste pour vous montrer un exemple de l'application de la théorie dans les portefeuilles que nous proposons et pour vraiment illustrer les bienfaits de la diversification. Il y a un point qui est important sur la diversification, c'est qu'on a beaucoup parlé de la diversification des portefeuilles jusqu'à présent.
c'est aussi important de parler de diversification au sens un peu plus large. Ici, on a ce qui est la diversification du patrimoine. Le patrimoine typique d'un Français va avoir tendance à être extrêmement concentré sur de l'immobilier. C'est normal, la plupart des Français vont acheter une résidence principale au fur et à mesure de leur vie. Mais c'est important dans votre réflexion, lorsque vous construisez votre stratégie patrimoniale, de ne pas seulement réfléchir à l'optimisation de votre portefeuille, mais aussi à l'optimisation de votre patrimoine. Si, par exemple, vous avez une forte prédominance de votre patrimoine à de l'immobilier, on va plutôt, nous, chez Ramify, vous conseiller des portefeuilles qui vont avoir moins d'immobilier pour essayer de vraiment diversifier votre patrimoine au global. Donc, ce qu'on retrouve généralement chez nos clients, c'est un patrimoine qui va être fortement exposé à l'immobilier. On va avoir une épargne de précaution et souvent du capital garanti via le fonds euro, via une assurance vie 100% fonds euro. Sur un patrimoine, évidemment, ça va dépendre de vos objectifs, ça va dépendre de votre horizon d'investissement, de vos besoins de liquidité, mais on va recommander de diversifier ce patrimoine. Et cette diversification, elle passe par des actifs financiers qui vont être des actions, des obligations, du private equity, de la dette privée, mais aussi des SCPI ou du club deal immobilier si on n'a pas une forte prédominance sur la résidence principale. Et ensuite, on va aussi, dans certaines situations, recommander ce qu'on appelle des actifs exotiques, ou plutôt, je préfère les appeler des actifs diversifiants, qui vont vraiment venir vous apporter en fait des rendements qui sont non corrélés au marché financier. Donc ça va être de l'art, par exemple, mais on a aussi tout ce qui est crypto et des matières premières. Donc je pense que c'est important dans la réflexion de remettre un peu le cadre et de se dire que nous, chez Ramify, on construit des portefeuilles qui sont diversifiés, mais on va aussi chercher à venir diversifier votre patrimoine pour éviter que vous ayez une concentration trop importante sur une classe d'actifs et que du coup, si on a une crise immobilière, vous vous retrouviez en difficulté parce que tout votre patrimoine financier est sur de l'immobilier et votre patrimoine personnel est aussi sur de l'immobilier. Ce qui va être important aussi, et je pense que c'est pour finir, c'est pourquoi c'est important maintenant de diversifier son portefeuille. Je pourrais faire cette présentation chaque année parce que c'est important chaque année de diversifier son portefeuille. Comme Samy l'a expliqué, nous, on construit des portefeuilles sur long terme. Notre vision d'investissement, elle est sur long terme. Et c'est des portefeuilles qui sont résilients à travers les cycles. Maintenant, on est quand même dans un contexte de marché et un contexte économique qui est compliqué. Je pense que vous avez tous vu sur l'année dernière, on a eu des divergences de politique monétaire à travers les différents pays. On a une incertitude qui est de plus en plus forte sur ce que nous, on apprenait comme la mondialisation qui est en train de s'inverser avec des tarifs qui sont de plus en plus importants. On a un ordre mondial qui se redéfinit. Et tout ça, nécessairement, a un impact sur les marchés financiers parce que ça a un impact sur les entreprises qui sont cotées en bourse ou qui lèvent de la dette. Cette incertitude macroéconomique, généralement, elle se traduit par plus de volatilité dans les marchés. Et plus de volatilité, c'est des bonnes opportunités parce que du coup, on a plus de dispersion, mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir des périodes de marché qui sont plus compliquées à naviguer. Et c'est pour ça que pour nous, la diversification en 2026, c'est un impératif à travers les classes d'actifs. Là, vous avez notre Outlook 2026 par classe d'actifs. Donc, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir comment on se positionne sur chaque classe d'actifs. Et si tu me le permets, Ouais. avant que tu nous expliques classe d'actifs par classe d'actifs, quel est l'avis Ramify, comme tu dis, l'Outlook Ramify, juste de faire le lien avec une très bonne question de monsieur Soudi. Et en fait, tu vas y répondre grâce à cette slide-là. Donc, la question, c'est donc l'équipe de recherche dispose d'outils pour analyser les données passées, ce qui est vrai. Mais qu'en est-il de l'utilité et de la part de la prévision dans vos modèles ?
En fait, c'est un mix entre les deux. On se base sur les données euh, historiques pour avoir des grandes directions et poser les bases Mm. de notre philosophie d'investissement. Mais tous les ans, et c'est l'intérêt d'avoir une équipe de recherche qui ne fait pas que du quantitatif, c'est pas un robot uniquement qui choisit les allocations, mais il y a aussi une partie qu'on peut appeler active, où on va faire des choix un peu plus actifs en se disant, voilà, bah, sur nos portefeuilles, au vu du contexte, comme tu le disais, par exemple, géopolitique mondial, bah, on va mettre un petit peu plus l'accent là-dessus. Et c'est la combinaison entre les deux qui fait vraiment Mm. la valeur en fait de cette équipe qui va au fur et à mesure adapter les portefeuilles. Le but, c'est pas de dire le portefeuille, on le met en place aujourd'hui et on le regarde pas pendant 15 ans. Je prends l'exemple, par exemple, de cette année où il y a eu une réaction de l'équipe. Bah, la plupart de nos ETF, ils étaient dénominés en dollars. Bah, quand on a vu que voilà, le dollar chutait par rapport à l'euro, qu'il y avait une instabilité politique, bah, on a hedgé une partie de nos ETF. Donc, une partie de nos ETF sont maintenant dénominés en euros. C'est un peu des choses que la prédiction n'aurait pas pu prédire, en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était Ouais. un bon moyen de répondre à la question. Et maintenant, je te laisse. Je pense que tout le monde a envie d'avoir ton avis sur Ouais, non, c'est 2026. vrai que c'est très intéressant parce on est obligé quantitativement de se baser sur des données historiques parce Mhm. qu'évidemment, on n'a pas les données futures. Mais nos équipes quantitatives, menées par Eman et Olivier, intègrent systématiquement Mhm. les sentiments de marché, les vues, ce qui se passe et les changements macroéconomiques qui généralement mettent beaucoup plus de temps à se voir dans les données de marché que des vrais, voilà, des revenus d'entreprise, etc. Du coup, si on commence par les actions cotées, ici, le pilier majeur, donc c'est un pilier de nos allocations, on considère que les actions cotées permettent de vraiment générer une croissance des portefeuilles importante, mais on va continuer de diversifier ces allocations-là géographiquement et aussi sectoriellement au sein de ce marché. On a de plus en plus de tensions géopolitiques entre les régions. Et un exemple à donner, par exemple, ce serait l'exposition en Europe, où si nous on regarde notre portefeuille action, on va avoir une prépondérance au marché européen qui est liée au fait qu'on commence à voir un point d'inflexion dans ces marchés-là en termes des revenus des entreprises. Et donc, on s'attend à des rendements qui sont plus intéressants. Sur les marchés obligataires, on a vraiment vu une divergence entre la Fed et la BCE l'année dernière. Et on s'attend à une pontification de la courbe des taux. Et donc, on va rester concentré sur des actions qui vont avoir une faible duration, c'est-à-dire qui vont être moins sensibles à l'augmentation ou la baisse des taux d'intérêt. On est plus resserré dans la courbe des taux. Le private equity, ça c'est un marché que j'affectionne particulièrement. C'est un marché où on a eu quand même les 2-3 dernières années qui ont été difficiles. Ça a été un marché qui a été compliqué parce qu'on a vu un ralentissement dans les distributions aux investisseurs. Et donc, ce ralentissement dans les distributions fait que nécessairement les investisseurs ne réallouent pas leur capital parce qu'ils ne le reçoivent pas. Ça va être très important, même si on commence à voir des premiers points d'inflexion dans ce marché, de avoir un intérêt particulier sur la sélection des gérants. Ce qui est important, on a eu une période où les taux d'intérêt étaient très faibles et donc c'était facile de générer de la performance en injectant de la dette dans les entreprises parce qu'elles coûtaient pas cher Mhm. et grâce à l'ingénierie financière, revendre ces entreprises plus cher. Sur la prochaine décennie, on va se concentrer sur le private equity, sur des acteurs qui sont capables opérationnellement d'améliorer les marges des entreprises et de générer de la valeur. Et on va regarder aussi, on va avoir un fort intérêt pour les stratégies secondaires et les stratégies evergreen. C'est des stratégies qui viennent apporter de la liquidité dans le marché, qui est un marché où justement on a un vrai manque de liquidité en ce Mhm. moment. Et peut-être juste un mot donc pour expliquer Evergreen, ça veut juste dire que le fonds dans lequel vous êtes investi n'est pas un fonds fermé, c'est-à-dire que votre argent n'est pas bloqué 10 ans. La règle, Mm. tu me dis si je me trompe, Louise, mais la règle dans le private equity, c'est à peu près 10 ans de blocage. Ouais. C'est ce dont tu parlais au début, Mm. c'est un peu la prime de liquidité. On accepte que l'argent soit bloqué pendant une certaine période
mais en retour, on demande un rendement plus important que pour des actifs liquides ou des actions cotées. Et le secondaire, bah, c'est ce que tu disais, c'est la capacité de racheter des parts de fonds déjà running. Donc un fonds de 10 ans, bah, on peut venir le racheter à mi-chemin, à 5 ans, Mm. et avoir potentiellement un fonds uniquement de 5 ans ou de 10 ans. Mais donc, par rapport à ce que tu disais, c'est une vraie opportunité parce que les fonds qui ont été trop ambitieux ou n'arrivent pas à atteindre les performances qu'ils ont promis à leurs investisseurs, ils peuvent être, parce qu'ils sont forcés de rendre l'argent, forcés de revendre certaines de leurs participations avec des discounts, Ouais. ce qui rend donc ces fonds secondaires plus intéressants parce Mm. qu'ils repartent d'un point plus bas et donc capter un peu plus de valeur pour les investisseurs qui en bénéficient. Donc c'est vraiment deux stratégies qui marchent très bien depuis l'année dernière et qui ont encore plusieurs années devant elles. Ouais. Ouais, Mm. non, t'as tout ça fait raison là-dessus, Samy. Et je pense que sur le secondaire, on est dans un marché où on a eu, comme tu dis, très peu de distribution. Mm. Et donc, l'avantage du secondaire, c'est que tu vas vendre des participations existantes avec une décote. Mm. Donc, toi, en tant qu'investisseur, tu vas acheter des participations qui ont déjà 4-5 ans de vie. Mm. Donc, tu sais que l'investissement se passe plus ou moins bien parce que Mm. tu as de la visibilité. Quand tu rentres dans un fonds de private equity fermé, Mm. et que le L'argent n'est même GP pas achète, déployé. il n'est Mm. pas déployé. On n'a Mm. aucune visibilité sur si ça se passe bien Mm. ou pas. Et en plus de ça, demander de la liquidité dans un marché qui historiquement n'est pas liquide Mm. implique une décote. Parce Mm. que pour donner cette liquidité, on veut acheter avec un discount. Mm. Donc, c'est des stratégies qui sont très intéressantes. Et comme tu dis, nous, on a beaucoup recommandé ces stratégies-là sur les dernières années et les performances sont bonnes. Mm. Si je continue de regarder du coup sur la dette privée, alors la dette privée, c'est intéressant, c'est un marché aussi, une classe d'actifs qui est en plein essor depuis quelques années, particulièrement en Europe. Et on a quand même la dette privée, on va avoir, c'est des prêts à des entreprises non cotées qui vont se baser sur le taux de base. Donc si le taux de base diminue, le taux flottant qui est fait aux entreprises va nécessairement être plus bas. C'est pour ça que c'est important ici aussi d'être extrêmement sélectif pour réussir à avoir des rendements qui sont toujours attractifs et aussi limiter les pertes qui peuvent exister. La dette privée a été un peu dans les news l'année dernière avec aux États-Unis certains acteurs qui ont fait faillite. Je pense que c'est important de bien différencier le senior direct lending, qui est une stratégie sur laquelle nous, on se concentre, de stratégies où il va y avoir des fraudes ou des choses un peu plus complexes qui se passent. Et enfin, sur les infrastructures, c'est un marché qui vient vraiment apporter de la diversification, qui va avoir, il y a deux types d'infrastructures, mais sur l'infrastructure core, on va être beaucoup plus sur des rendements réguliers, on va être sur des investissements dans des autoroutes, des choses qui sont beaucoup plus stables. Et sur de l'infrastructure value-add, on viendra chercher plus de rendement. Et enfin, point intéressant, l'immobilier, les SCPI, qui est généralement ce que les Français ont le plus dans leur patrimoine. On a un cadre macroéconomique qui est plus lisible et on a quand même eu 2 années qui ont été compliquées pour le secteur de l'immobilier et des SCPI. Et on commence à voir des premiers signes d'inflexion, ce qui est intéressant, mais il faut quand même garder une forte vigilance sur la qualité des investissements et des sous-jacents. Donc ça, c'est nos vues pour 2026. Et si on regarde rapidement, nous, ce qu'on propose chez Ramify, donc comme j'expliquais, vous avez une équipe de conseillers qui est là pour aider à construire les portefeuilles en fonction de vos objectifs d'investissement, de votre horizon, de vos besoins de liquidité. Et combiné à ça, on va avoir une équipe quantitative qui va venir optimiser ces portefeuilles pour s'assurer qu'on arrive au meilleur ratio rendement-risque. Et on a du coup une offre, c'est impossible en fait de prôner la diversification et de vous dire ensuite, bah voilà, nous on propose 2 produits et c'est les meilleurs. Non, on a une offre qui est la plus diversifiée du marché, avec des investissements core en assurance vie, le PER, l'assurance vie luxembourgeoise qui est particulièrement pertinente parce que ça vous permet d'avoir accès à un univers d'investissement extrêmement large. On a aussi des solutions de PEA, de compte titres et
On a du private equity, de la dette privée. Bref, je vais m'arrêter parce qu'on a une offre Mm, mm, très mm. très large et je pense que chaque classe d'actifs a un sens pour chacun. Mm. Et c'est une vraie spécificité, c'est-à-dire que chez un CGP classique, on va avoir souvent le fonds du mois ou les trois fonds Ouais. du mois, ce qui peut être aussi motivé par d'autres choses que uniquement la performance. Mais nous, on a vraiment fait le choix d'avoir l'offre la plus large. Bien sûr, on vient avec nos vues, avec nos convictions, avec nos portefeuilles, on choisit nos champions. Mais le but, c'est aussi d'avoir un débat et un échange avec le client. On n'est pas fermé si il y a des goûts, des spécificités. On a toujours un devoir de conseil. Nous, si on pense vraiment que c'est pas adapté à votre Mm. profil, on vous le dira. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'être le plus large possible, avoir une large gamme d'assureurs, une large gamme de fonds de private equity, en SCPI, et que le dialogue se fasse en bonne intelligence, euh, et que vous valorisiez le conseil qu'on peut apporter. Super, bah écoute, merci beaucoup Louise, on a beaucoup de questions, Tant c'est mieux. top. Donc on va essayer d'en balayer plusieurs. On va essayer de se prendre 10 minutes. Parfait. Il y en a sur lesquelles on a déjà un petit peu discuté, mais voilà, je vais les prendre les unes après les autres. Certaines où je me sens de répondre, sinon je te passerai volontiers la main. Donc première, bah, c'est une bonne transition par rapport à la dernière slide. Quels sont vos partenaires pour les OPCVM? Donc vous avez bien vu qu'on en avait beaucoup. Et si je veux... si je veux être un peu pas subtil, on les a tous. C'est-à-dire qu'on a 90% de l'offre disponible. Et si un client vient nous voir en nous disant «Ah, vous n'avez pas ce fonds» et qu'on considère que c'est un fonds de bonne qualité, on n'a aucun souci à le référencer, entrer en contact avec le gestionnaire et l'avoir sur le catalogue. Est-ce que le CTO est d'ores et déjà disponible? Non, mais il arrive bientôt. Bientôt. On va commencer par un CTO personne morale. On aura une offre très intéressante. D'ailleurs, c'est Louise qui est en charge de ce projet-là. Donc, vous allez voir, ça va vraiment être une offre très différenciante au vu de la pauvreté de l'offre Mm. en CTO personne morale. Ça va vraiment faire la différence. Une question aussi par rapport à la diversification géographique. Donc ça, si tu peux nous donner quelques éléments, Louise. Donc effectivement, la diversification géographique est peu présente sur les portefeuilles Ramify. Alors, je dirais pas qu'elle est peu présente, mais elle est très orientée action US. Est-ce que tu peux nous donner un peu de couleur Ouais. à ce sujet? C'est une bonne question et je pense que c'est une question qui vient principalement d'investisseurs européens. En effet, si vous regardez nos portefeuilles actions, ils vont avoir une forte allocation aux États-Unis. Mais si on prend l'indice de référence global, donc le MSCI ACWI, c'est un indice qui va avoir 70% d'exposition au marché américain. Donc, si on souhaitait faire une sous-exposition importante à ce marché-là, il faudrait qu'on ait des convictions extrêmement fortes. Or, on a des convictions fortes sur le fait que c'est un marché qui historiquement surperforme. L'année dernière, on a eu des bonnes performances. Et ce qui permet de différencier ce marché américain d'autres marchés, ça va vraiment être la croissance économique des États-Unis, qui a été nettement supérieure l'année dernière par rapport à d'autres régions, mais aussi les bénéfices des entreprises qui continuent de surprendre les investisseurs positivement et une innovation technologique qu'on ne voit pas ailleurs. Donc on a un portefeuille qui va avoir une forte allocation aux États-Unis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tellement différent de l'allocation globale et mondiale. Et on a quand même une diversification qui intervient avec des allocations en Europe et sur les pays émergents. Et en Europe, comme je mentionnais, on est en train de voir un point d'inflexion dans les les données macroéconomiques et de marché. Et donc, on a une surpondération de nos portefeuilles en Europe. Très clair. Sur le private equity Europe, sera-t-il possible d'investir en PEA, PME? Alors, c'est pas le cas aujourd'hui. Mm. On explore, on est en train de voir comment est-ce qu'on pourrait l'ajouter. L'offre est extrêmement pauvre via PEA. Donc, ce serait un défaut de conseil aujourd'hui de proposer des fonds disponibles via des PEA, PME au vu de l'offre. Et malheureusement, c'est encore les fonds américains qui sont Ouais. les mieux positionnés sur le private equity.
C'est une verticale qui est née aux États-Unis. Il y a des marques qui sont là depuis des décennies et des décennies. Donc si le but, c'est la performance, ça restera les États-Unis avant tout, même s'il y a quand même des très bons fonds Mmh. européens. Mais donc le PEA, c'est pas pour tout de suite, en tout cas pour les actifs non cotés chez Ramify. L'achat d'or et d'argent est-il un axe de diversification de votre stratégie? Donc j'ai vu qu'Emery avait répondu aujourd'hui. Ça ne fait pas partie de nos stratégies en gestion pilotée, mais je sais qu'il y a des projets de les inclure parce que c'est intéressant au vu du contexte. Et pour vous expliquer aussi pourquoi est-ce que ça peut paraître un peu tard de les ajouter maintenant, le problème de l'assurance vie et du PER, c'est qu'on est aussi tributaire d'un assureur. Mmh. Et donc, tous les assureurs ne sont pas aussi aptes à référencer des actifs qu'ils jugent alternatifs. Donc, nous, on bataille pour avoir des ETF or ou des ETF commodities. Et dès qu'on les aura, je sais que l'équipe de recherche travaille dessus pour pouvoir les inclure de manière optimale. Et je préciserai juste là-dessus, sur nos stratégies d'assurance vie luxembourgeoise, on a de l'or déjà dans les Mm. portefeuilles. Mm. Donc ça a été inclus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité de Mm. marché. Et comme dit Samy, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que je disais l'univers d'investissement au Mm. Luxembourg a tendance à être plus Ouais. large et moins restrictif qu'en France. Effectivement, j'aurais dû le préciser. Donc, moi, je parlais vraiment de l'assurance vie française disponible à partir de 1 000 Mm. euros ou 10 000 euros pour la stratégie élite, où là, c'est des assurances vie de droit français. Donc, le minimum d'investissement est plus faible. Ouais. Par contre, pour le luxe et avoir une liberté totale, c'est 250 000. Donc, effectivement, on y a accès, mais pour des montants plus élevés. Ensuite, avez-vous des produits maison? On a un seul produit maison. Donc c'est le X-Fund, qui est un fonds créé par notre marque maison de gestion Valir Capital. Et donc c'est un peu ce que disait Louise tout à l'heure, c'est un evergreen qui va avoir deux stratégies, en tout cas va suivre deux stratégies, à la fois de la dette privée et du private equity, tout en assurant une liquidité trimestrielle. Et on l'a vraiment créé parce qu'à l'époque, il y avait un vrai trou dans le marché, dans le sens où il y avait beaucoup de fonds de private equity qui se créaient, mais tous bloquaient l'argent pendant 10 ans. Ouais. Et on avait plusieurs clients qui nous disaient, bah, écoute, nous, on est très intéressés par cette nouvelle stratégie private equity qui se démocratise depuis 3-4 ans en France, mais on n'est pas prêt à bloquer l'argent pendant 10 ans. Et donc nous, on s'est dit, bah, il n'y a pas assez d'offres evergreen, Mm. on va créer la nôtre. Et pour le coup, ça marche très très bien et les clients en sont pour l'instant très contents. Et je pense que sur le X-Fund, ce qui est différenciant, c'est cette combinaison private equity, private debt, qui va permettre, en fait, on vient diversifier le portefeuille de nos côtés et on peut être tactique en fonction des cycles de marché. C'est-à-dire que la dette privée ne va pas performer de même façon que le private equity et donc le portefeuille va évoluer au fur et à mesure afin de maintenir un ratio rendement-risque élevé. Alors, peut-être repasser un coup sur la frontière efficiente. On a Monsieur Coulon qui nous dit, vous minimisez le risque, mais cela se fait tout de même au détriment d'une optimisation de la performance. Alors oui et non, mais je pense que ce serait utile juste de reprendre pour vraiment expliquer que euh, cette frontière efficiente, elle permet de maximiser la performance à un risque donné. Donc oui, bien sûr, si on veut augmenter Ouais. la performance, si on veut diminuer le risque, on va forcément diminuer la performance, toute chose égale par ailleurs. Vraiment, ce travail sur la frontière efficiente, c'est vraiment un risque donné. Donc imaginons, on discute avec vous, vous voulez un risque 6 sur 10. Bah, le travail de l'équipe de recherche, c'est sur ce risque 6 sur 10, comment faire pour maximiser la performance. Et c'est là où l'allocation d'actifs et toute la théorie d'optimisation de portefeuille prend tout son sens. Donc c'est vraiment ça le plus Mm. important à comprendre. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque Non, chose, mais c'est très clair. ok. Euh, Donc encore une fois, une question sur les ETF commodities, effectivement, c'est en cours. C'est À en quelle cours. fréquence est-ce qu'on revisite nos portefeuilles? Il n'y a pas de date précise, mais l'équipe de recherche, bah, c'est leur travail à plein temps. Dès qu'il y a des ajustements à faire, il y a des ajustements à faire. Et en plus, de manière continue, bah, on va venir recalculer vos allocations optimales, parce qu'en fonction de ce qui se passe sur Mm. les marchés, de vos versements programmés, j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à ça, bah, ça peut changer au fil du temps. Donc on va lancer des arbitrages pour toujours réajuster votre portefeuille et qu'il soit en ligne avec la stratégie qui vous a été conseillée. Diversification géographique, on a répondu. Quels sont vos partenaires au CPVM? Le CTO.
Euh, Sur les arbitrages, je pense que c'est important de bien. On a deux types d'arbitrage. On va avoir des arbitrages qui sont du rebalancing, hmm, parce que naturellement, un portefeuille, imaginons un portefeuille voilà, qui a 70% d'actions, 20% d'obligations, 10% de fonds euros. Les actions vont avoir un rendement attendu qui est plutôt autour de 10%. Les obligations et le fonds euro, on va plutôt être sur du 2-4%. Au fur et à mesure, votre portefeuille, l'allocation va shifter. Parce que vous allez avoir les actions qui vont surperformer, donc qui vont représenter un poids trop important dans votre portefeuille. Et donc, nous, c'est notre travail continu de réarbitrer ces portefeuilles pour qu'ils soient alignés avec l'allocation optimale. Donc ça, c'est l'arbitrage de rebalancing. Et on a aussi des arbitrages qui sont faits de manière ad hoc en fonction de l'environnement de marché pour s'assurer que les portefeuilles sont optimaux dans cet environnement de marché. hmm. Donc, plusieurs questions encore. Je vais Mhm. en prendre maximum deux trois et vous inquiétez pas pour les Ouais. questions en plus. Il y aura un follow-up par mail. On reprendra les questions et on y répondra. Mais là, je pense qu'on a le temps d'en prendre allez, encore deux. Portefeuille flagship vers Elite. Allez, on va en prendre une dernière qui va faire écho à ce que tu disais, Louise, tout à l'heure. Je pense que c'est un bon moyen de reprendre un petit peu l'Outlook 2026. Donc la question, c'est dans quel secteur géographique et dans quelle thématique investir pour 2026 et les années à venir. Les ETF permettent-ils une réelle croissance ou davantage une sécurité pour un portefeuille action? Donc en deux parties. Alors, je vais commencer par la première partie. Donc, nous, nos convictions je vais me concentrer sur le portefeuille action. On va pas prendre, on prend que le portefeuille action. Sur cette vision-là, nos convictions géographiques sur les prochaines années sont sur les États-Unis et les pays européens. Et on a une forte prévalence et des convictions sur des secteurs comme ceux de la tech, où même si on voit des valorisations qui sont importantes, ce qui est important avec les valorisations et les PE ratios, c'est bien de les mettre en perspective avec les earnings des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des valorisations très faibles, mais en fait, elles n'ont aucun revenu. Donc, c'est Mm. légitime. Donc, ça, c'est notre vision. Maintenant, sur les ETF, nous, chez Ramify, notre objectif, c'est de construire des portefeuilles résilients. On ne va pas faire de stock picking. Les, les études montrent que le stock picking, si vous regardez sur des années historiques, c'est très compliqué en faisant du stock picking de surperformer les marchés. Vous aurez peut-être de la chance et tant mieux, et vous aurez investi dans Nvidia au bon moment, mais il suffit que Nvidia fasse moins 20, moins 30, et là, la performance, elle est affectée. Et donc, c'est pour ça que pour nous, ce qui est important, c'est de vraiment regarder à travers les cycles économiques, à travers les portefeuilles, et de construire un portefeuille qui est résilient et performant. C'est important de garder ça en tête. Un portefeuille résilient n'est pas forcément un portefeuille qui va être un portefeuille qui ne performe pas. C'est un portefeuille qui performe et qui délivre de la performance chaque année avec un niveau de risque et une volatilité maîtrisée. Super, hyper clair. Je prends des petites questions très opérationnelles rapides et ensuite on va devoir clôturer. Une sur le X-Fund. Est-il intégré à nos PER AV? Oui, il est auprès de nos deux assureurs, donc à la fois Apicil et Generali. Et oui, il est aussi disponible via d'autres Mm. assureurs et d'autres CGP. C'est aussi le but d'en faire bénéficier tout le marché. Une question très intéressante qui était sur les fonds absolus. Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas des fonds absolus? Mais au final, le fonds absolu est un alternatif liquide Ouais. et on est en train d'en étudier Mm. un ETF Max Buffer, effectivement, pour ces temps un petit peu instables. Donc, très très bonne remarque et c'est en cours, C'est en cours. effectivement. Donc, et je pense que c'est un bon exemple pareil de montrer un petit peu ce que c'est que d'avoir une équipe de recherche. C'est, oui, se baser sur les datas historiques, avoir des convictions long terme, mais aussi s'adapter au fur et à mesure à ce qui se passe. Et dernière question de Hélène Hawker. Comment calculer soi-même le rapport rendement-risque d'un portefeuille perso? Il faut calculer son Sharpe ratio. Donc, la formule est facilement trouvable Mm. sur Internet et il y a aussi des petites calculettes qui le font.
On peut le faire soi-même, on peut se faire accompagner. Donc nous, c'est notre rôle, mais c'est tout à fait possible de le faire soi-même et de l'updater au fur et à mesure du temps. La formule est à la fois simple et compliquée en fonction de son niveau en maths. Mais voilà, tout est disponible sur Internet et on sera ravis, bien sûr, de vous accompagner si tel est le besoin. Donc il y a toujours encore des questions qui arrivent. On est désolé. On a déjà dépassé, on comptait faire 45 minutes, mais on en est déjà à 55. Louise, merci beaucoup. Merci Samy. C'était top et ça lance bien le Ramify Well Tour. Pour les autres questions, on essaiera d'en prendre le maximum. Mm. Vous recevrez un mail récapitulatif avec les grandes lignes de notre discussion, les réponses à vos questions et le replay sera disponible dans maximum 2 jours. C'est ce que me dit Emrys à l'oreillette. Et bien sûr, maintenant, vous êtes enregistré et inscrit au Ramify Well Tour et vous recevrez au fur et à mesure. Donc, on a un webinar et un invité toutes les 2 semaines. Donc, vous pourrez choisir ce qui vous intéresse, être là, ne pas être là. Mais vous recevrez de toute manière les récaps et les replays. Bonne soirée à tous. Encore merci Louise Merci et beaucoup. à très bientôt. Bonne soirée.